Est-ce Hop, qu'on est tous là? ouais. Alors, on est tous Ok. là, normalement, vous ne pouvez pas parler. Amazing, tu as le droit de la parole. Oui, Et moi aussi? Là, pour l'instant, oui, mais Et dès après, que tu me la... muteras parce que je vais vous faire la petite présentation qu'on vous a préparée parce qu'on est des grands professionnels. Parce qu'aujourd'hui, c'est jeudi et comme chaque jeudi, c'est le jour de ma thèse en synthèse. Donc, si jamais vous n'étiez pas là, et je le précise parce que je pense aussi aux gens qui seront en replay en vidéo, bah, ma thèse en synthèse, c'est quoi? Eh bien, si vous n'êtes jamais venu, c'est une bien belle initiative lancée par le Discord du Vortex où nos amis thésards viennent présenter leurs travaux à notre petite tribu fan de science. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons l'honneur, hein, le plaisir, la chance d'accueillir Nana Amazing, qui a donc eu l'incroyable honneur, hein, d'être sélectionnée pour participer ce jeudi en ma thèse en synthèse. Alors Nana Amazing, eh bien, elle est en troisième année de thèse, elle la soutient en septembre, donc voilà, un courage à elle. Elle travaille au centre d'infection et d'immunité de Lille, plus précisément à l'Institut Pasteur, en fait, de Lille. Elle a fait 7 ans d'études de biologie et ça va faire maintenant 4 ans qu'elle travaille donc sur les coronavirus, rien à voir avec la bière ou les fameuses voitures Toyota. Si ça vous parle un petit peu, la chose la plus connue dont on a entendu parler autour de ça principalement, c'est le SRAS ou le SARS en anglais, donc le syndrome respiratoire aigu sévère, hein, vous avez dû en entendre parler, ça avait fait un peu le buzz à l'époque, on se demandait si ça allait pas tous nous décimer. Et donc depuis, eh bien, il y a eu des études de lancées et c'est là-dessus qu'elle a travaillé. Et maintenant, sur un nouveau qui s'appelle MERS, elle nous en dira un petit peu plus. On peut dire qu'elle fait de la virologie fondamentale ou moléculaire. Et donc, je passe la parole à Nana Amazing. salut. Bonsoir à tous. Comme il l'a très bien dit, on va parler virologie. Donc accrochez-vous parce qu'on va aller sur la structure du virus, le moléculaire, et on va parler de trafic de protéines. Donc déjà, le MERS coronavirus, comme il l'a très bien dit, c'est un coronavirus, donc c'est une famille, donc ça regroupe tout un tas de virus dont on s'occupait pas trop avant parce qu'ils étaient surtout d'intérêt vétérinaire. Mais du coup, il y a eu effectivement le SRAS en 2003, qui a fait pas mal de cas en Chine, à peu près 8000 cas, qui se transmettaient très bien d'homme à homme et qui étaient assez mortels, puisqu'il y avait 10% de mortalité. Et il y a un nouveau coronavirus aussi pathogène pour l'homme qui a émergé en 2012, et ça c'est mon virus préféré, le MERS, que vous voyez sur la gauche. Donc un virus c'est tout petit, là vous avez l'échelle, c'est 100 nanomètres à peu près la taille de la particule virale, en sachant qu'un nanomètre c'est 10-9 mètres. Donc on est sur vraiment un truc minuscule même par rapport à la taille d'une cellule humaine en fait. Et comme vous voyez, en fait, c'est une structure, ça peut paraître complexe, mais en fait, c'est assez simple. Il y a d'abord une enveloppe, qui est ce que vous voyez en jaune, l'espèce de boule. C'est ce qui va protéger en fait le matériel génétique qui est à l'intérieur en rouge, qui est déjà protégé par une protéine de capside, mais qui est en plus enveloppée dans cette boule de lipides. Et ensuite, on a en plus des protéines d'enveloppe. Donc là, c'est ce que vous voyez, les pics violets et puis les boules bleues et blanches qui sont ancrées dans l'enveloppe. Ça, c'est des protéines de structure. Donc en fait, au total, on n'a que 4 protéines, du matériel génétique et une petite boule de lipides. Donc en fait, c'est une structure très simple. Mais ça suffit à être pathogène. Et donc le MERS, chez les humains, il donne des rhumes dans beaucoup de cas, mais il peut aussi donner des pneumonies chez les gens qui sont un peu plus sensibles. Donc ça va être les personnes âgées, les immunodéprimés, comme les malades du sida par exemple, ou des gens qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, donc par exemple des maladies cardiovasculaires. Et l'anecdote qui est sympa, c'est qu'en fait, les coronavirus, en général, c'est des virus qui mutent très vite. Taux de mutation élevé, ça veut dire qu'ils vont évoluer très rapidement, et du coup, c'est des virus qui peuvent sauter la barrière d'espèce assez facilement, donc c'est-à-dire changer d'hôte. Et on a découvert assez récemment que le MERS, lui, il était passé de la chauve-souris au dromadaire, il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, et que le virus maintenant circule très bien chez les dromadaires, et que c'est via les dromadaires qu'il a été transmis à l'homme, via consommation de lait, de viande, d'urine ou contact rapproché, du style si un dromadaire vous éternue dessus. Et donc du coup, pour l'instant, il y a assez peu de cas dans le monde. On est sur à peu près 2000 cas, mais quand même 800 morts. Donc on est sur 35% de mortalité, ce qui est gigantesque, mais à mettre un petit peu en perspective parce que c'est très probable qu'il y ait beaucoup de cas asymptomatiques ou bénins qui ne soient pas recensés. Donc le taux de mortalité est probablement plus bas que ça, mais ça reste quand même impressionnant.
Et donc pour l'instant, c'est assez restreint à la péninsule arabique, donc c'est de là que vient son nom d'ailleurs. MERS, c'est pour Middle East Respiratory Syndrome. Et donc le premier cas est apparu en Arabie Saoudite, et c'est toujours en Arabie Saoudite que la plupart des cas sont. Mais il y a quand même eu des cas importés, c'est-à-dire des gens qui ont voyagé au Moyen-Orient et qui ensuite sont retournés dans leur pays d'origine. Il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu en Europe, notamment 2 en France, à Lille, ce qui est la raison pour laquelle mon laboratoire travaille dessus. Et il y a aussi eu en 2015 une épidémie un peu plus importante en Corée du Sud. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une seule personne qui est revenue d'Arabie Saoudite, en Corée du Sud, qui a contaminé plus de 150 personnes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cas de super spreader, donc des gens qui vont contaminer beaucoup plus de personnes qu'un patient normal. C'est un phénomène qu'on ne comprend pas encore beaucoup, mais qui est très très important au niveau épidémiologique pour comprendre comment se transmet un virus et comment se forme une épidémie en fait. Et donc le problème des coronavirus, c'est que donc ils ont un fort potentiel épidémique. C'est des maladies émergentes puisqu'ils peuvent sauter facilement la barrière d'espèces, mais on n'a pas de vaccin et on n'a pas non plus de traitement spécifique. C'est-à-dire qu'on va juste traiter les symptômes en fait. Donc, avant de parler vraiment de ce que je fais, on va juste un peu revoir ce que c'est un virus. Donc un virus, c'est un parasite intracellulaire obligatoire. Donc ça veut dire que pour se multiplier, il a besoin d'une cellule. Donc une cellule, c'est ce qui va se passer quand il va nous infecter dans notre corps, il va rentrer dans nos cellules, il va s'y multiplier. Donc s'il n'y a pas de cellule, il n'y a pas de virus. Et en fait, tout son cycle de multiplication, c'est le cycle viral, et tout ça, ça se passe dans la cellule. Donc évidemment, la première étape, ça va être l'entrée. Donc par exemple, pour les coronas, l'entrée, elle se fait grâce à la protéine qui fait l'espèce de petite couronne en fait tout autour. C'est cette protéine-là qui va se fixer à un récepteur sur les cellules et qui va permettre au virus de rentrer. Une fois qu'il est rentré, le virus va libérer son matériel génétique, donc ici c'est de l'ARN, et ce matériel génétique contient toutes les infos nécessaires pour faire de nouveaux virus. Et en fait, la cellule, elle va traiter ça comme si c'était une partie de son propre matériel génétique, et elle va le traduire en protéines. Donc en fait, le virus, il va détourner toute la machinerie de la cellule à son avantage pour produire ses composants. Donc ça, l'étape de production des protéines, elle va être ensuite suivie de l'étape d'assemblage. Donc concrètement, une fois qu'on a tous les éléments du kit, il va falloir les assembler correctement, ce qui peut paraître simple, mais en fait, ça implique des mécanismes moléculaires assez complexes. Et une fois que les virus sont correctement assemblés, ils vont ensuite voyager jusqu'à la sortie de la cellule et être libérés dans le milieu extérieur, donc où ils vont pouvoir aller infecter d'autres cellules. Évidemment, là, j'ai dessiné un seul virus pour vous montrer un petit peu le cycle, mais il y a un virus qui rentre dans une cellule et il peut y en avoir des milliers, des millions qui en ressortent. Et là, l'étape sur laquelle on va se concentrer, c'est l'étape d'assemblage. Cette étape-là, en fait, ça va être simplement l'assemblage des protéines structurales. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a les 3 protéines qui sont ancrées dans l'enveloppe, plus la protéine de capsid qui protège l'ARN. Donc c'est seulement l'assemblage de 4 protéines et la formation de l'enveloppe. Sauf que l'enveloppe, c'est des lipides, et donc ça, c'est les mêmes lipides qu'on va trouver dans toutes les membranes d'une cellule. Donc c'est via la cellule que le virus va pouvoir récupérer cette enveloppe. Donc globalement, la cellule va produire toutes les protéines et les assembler. Mais le problème, c'est que ces 2 étapes, la production des protéines et l'assemblage, ont lieu dans des compartiments différents de la cellule. Parce qu'en fait, une cellule, on voit souvent ça comme une sphère avec du cytoplasme et puis un noyau, mais on ne connaît pas forcément les autres compartiments. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres compartiments. Là, j'en ai mis quelques-uns. Le réticulum, le Ergic, le Golgi, etc. Et le transport entre ces compartiments est très contrôlé, en fait. Les protéines, même les protéines cellulaires, vont pas voyager n'importe comment d'un compartiment à un autre. Elles sont adressées spécifiquement à certains compartiments pour jouer leur rôle, pour être modifiées, pour être détruites, etc. Et tous ces transports, ils se font via des vésicules. Donc c'est ce que vous voyez là en fait sur le GIF, c'est des espèces de grosses boules qui vont contenir toutes les protéines qui sont adressées à un certain endroit et qui vont être tractées par des protéines motrices, c'est le petit truc qui marche là,
sur des microtubules, qui sont des sortes de rails, en fait, qui sont dans toute la cellule, qui sont vraiment comme des rails, à la fois des poutres de la cellule, et qui vont relier les compartiments entre eux. Donc en fait, de manière générale, pour entrer, sortir ou être envoyé dans n'importe quel compartiment, les protéines doivent posséder des signaux, des espèces de mots de passe qui vont leur permettre d'être adressées au compartiment où elles doivent aller et de pouvoir traverser tous les compartiments dont elles ont besoin avant. Donc comment une protéine peut porter un signal? En fait, une protéine, déjà, c'est une chaîne d'acides aminés, c'est un polymère. Donc c'est ce que j'ai représenté ici, avec chaque boule représentant un acide aminé. Et en fait, comme il y a 20 acides aminés différents, l'ordre dans lequel les acides aminés sont arrangés dans la chaîne de la protéine, c'est ce qui constitue sa séquence. Et la séquence de la protéine, c'est ce qui va déterminer sa structure tridimensionnelle, les interactions qu'elle aura avec les autres protéines, les signaux qu'elle porte pour son trafic, etc. C'est ce qui détermine, ce qui fait l'identité d'une protéine, c'est sa séquence. Et donc cette séquence-là peut également porter des signaux qui sont importants pour le trafic, donc c'est-à-dire pour le transport d'un compartiment à un autre. Et donc ma thèse, en fait, ça se concentre sur justement trouver des signaux sur les protéines de virus, parce que, comme je vous le disais, les protéines virales doivent être transportées du réticulum où elles sont produites, et dès qu'elles sont produites, elles doivent être transportées à un autre endroit pour être assemblées. Et donc ça, évidemment, c'est régulé comme pour toute autre protéine, et sauf qu'on connaît très mal les signaux sur les protéines de virus. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'identifier ces signaux pour mieux comprendre en fait comment le virus s'assemble. Et je m'intéresse à une protéine en particulier, qui est la protéine M. Donc c'est une des protéines de structure que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est la protéine qu'on voit ici en bleu, les petites boules bleues ancrées dans la membrane. Et on voit bien sur le schéma à droite qu'elle est vraiment ancrée dans la membrane puisqu'elle y passe 3 fois. Et c'est une protéine qui est très importante pour l'étape d'assemblage du virus parce que c'est une protéine qui va pouvoir interagir avec toutes les autres protéines virales. C'est celle qui va venir vraiment les ramener en proximité et permettre l'assemblage. Donc c'est intéressant de savoir comment elle est transportée de sa zone de production à l'endroit où les protéines sont assemblées. Donc la première étape, c'était déjà de savoir quand cette protéine elle est exprimée dans des cellules, où elle va être localisée. Déjà de manière, pour la protéine sauvage. Donc comment je fais ça en fait? Déjà la première chose, ça va être de pouvoir visualiser la protéine. Donc pour ça, on va utiliser de la microscopie. Mais ma protéine n'est pas visible en elle-même, donc j'ai besoin de la rendre visible. Et pour ça, j'utilise donc l'immunofluorescence, donc c'est-à-dire je vais utiliser des anticorps pour détecter ma protéine. Donc il y a un premier anticorps spécifique qui va reconnaître ma protéine d'intérêt, la protéine M, et un deuxième anticorps qu'on appelle anticorps secondaire qui va venir reconnaître le premier. Sauf que cet anticorps secondaire, il est couplé à une molécule fluorescente. Donc c'est une molécule qui va émettre de la lumière quand elle est excitée par un laser, à une longueur d'onde spécifique, et qui va me permettre de visualiser au microscope ma protéine. Et c'est ce que vous voyez sur la droite. Donc là, je peux visualiser ma protéine. Là, j'ai schématisé un fluorophore rouge, donc je peux la visualiser en rouge. Et vous voyez bien qu'on voit en fait juste des petits points rouges et qu'on ne voit même pas la cellule en entier. On peut pas savoir comme ça à quel compartiment ça correspond. Donc en fait, la deuxième chose dont j'ai besoin, c'est d'un marqueur. Donc en fait, un marqueur de compartiment, c'est juste une protéine dont on connaît déjà la localisation. Donc il y en a tout un tas, il y a plein de marqueurs de compartiments cellulaires pour le noyau, pour le réticulum, etc. Et donc, je vais pouvoir marquer de la même façon, avec 2 anticorps, un premier anticorps qui reconnaît le marqueur et un deuxième couplé à une molécule fluorescente. Je vais pouvoir visualiser mon marqueur de compartiment. Et donc, si je fais ces 2 colorations en parallèle, celle de ma protéine et celle du marqueur, ça me permet ensuite de visualiser si les 2 sont au même endroit ou pas. Et donc là, il y a 2 options. Soit mes 2 protéines sont au même endroit, c'est-à-dire que ma protéine colocalise avec le marqueur. Dans ce cas-là, si c'est un marqueur du Golgi, par exemple, je sais que ma protéine est dans le Golgi. Donc, et ça se fait simplement par superposition des 2 canaux. C'est-à-dire que je vais prendre une image, je vais acquérir l'image pour le canal rouge où c'est ma protéine M, puis ensuite celle pour le canal vert où il y a mon marqueur, et par superposition, vous voyez à droite que ça se superpose bien. Donc ça veut dire qu'il y a colocalisation et que c'est dans le même compartiment.
Donc indirectement, ça me donne la localisation de ma protéine. Mais à l'inverse, si mes protéines ne colocalisent pas avec le marqueur, c'est ce qu'on voit là, on peut toujours, même sur la superposition, bien voir les deux marquages. Dans ce cas-là, on n'a pas la même localisation entre ma protéine M et le marqueur. Donc, il faut que je cherche d'autres marqueurs pour trouver à quelle localisation ça correspond. Mais globalement, c'est comme ça que ça se fait. Donc, ça veut dire que je co-exprime ma protéine avec différents marqueurs pour voir si ça colocalise. Et par déduction, je peux savoir dans quel compartiment elle se trouve. Et donc, pour identifier les signaux, une fois que j'ai trouvé où ma protéine sauvage est localisée, je vais commencer en fait à la modifier pour essayer de trouver quelles parties de la protéine sont impliquées dans son trafic. Donc la première étape, ça va être des délétions. En fait, c'est tout simple, c'est que je vais prendre ma protéine et je vais en couper des morceaux. Et ensuite, je vais regarder si cette protéine délétée, elle va toujours au même endroit, si elle est toujours adressée au même compartiment dans la cellule. Si c'est le cas, ça veut dire qu'a priori, le morceau que j'ai coupé, il n'est pas important pour la localisation. Par contre, si je vois que ma protéine à laquelle j'ai enlevé un morceau, elle est localisée dans un autre compartiment, ça veut probablement dire que la zone que j'ai coupée comportait un signal. Donc dans ce cas-là, c'est une zone qui m'intéresse. Et du coup, l'étape d'après, une fois que j'ai identifié une zone d'intérêt, ça va être d'aller modifier un par un les acides aminés de cette zone. Donc ça, c'est des mutations, qu'on appelle des mutations ponctuelles, où là, je vais venir modifier les acides aminés un par un, et ensuite regarder la localisation de la protéine mutante pour voir si elle a changé de localisation ou pas par rapport à la protéine sauvage. Donc là, par exemple, vous voyez à gauche la protéine sauvage, qui a une localisation, donc bon, c'est dans le Golgi, et à droite une protéine dans laquelle j'ai enlevé les 20 araignées, qui a un marquage totalement différent, qui fait plus toile d'araignée, et qui correspond à du réticulum. Donc j'ai eu un changement de localisation après avoir coupé un morceau de la protéine, donc je sais que dans cette zone, il y a probablement des signaux. Et en fait, c'est la méthode que j'ai utilisée pour identifier des signaux sur cette protéine. Et j'ai pu en identifier 2 dans cette zone, dans les 20 derniers acides aminés. 2 signaux donc, que j'ai schématisés à droite, un signal DXE et un signal KGIR. Donc en fait, là, je vous ai représenté les acides aminés. Quand j'ai mis un X, ça veut dire que ça peut être n'importe quel acide aminé. Parce que les signaux, évidemment, c'est souvent quelque chose qui va être reconnu par une autre protéine. Donc parfois, l'espacement des acides aminés a une importance parce que ça joue aussi sur la structure 3D de la protéine, sur l'accessibilité du signal, etc. Et en fait, ces 2 signaux, le premier, le DXE, c'est un signal d'export. C'est un signal qui va permettre aux protéines de sortir du compartiment dans lequel elles ont été produites. Quand on mute ce signal, elles restent bloquées dans ce compartiment-là et le virus ne peut pas s'assembler. Donc ça, c'est vraiment un signal qui est indispensable pour que la protéine puisse atteindre le site d'assemblage. Et ensuite, la chose qui était plus surprenante, c'est que ma protéine, quand je l'exprime dans des cellules, va plus loin en fait que le site d'assemblage. Et le deuxième signal que j'ai pu identifier, c'est un signal de rétention. Donc lui, qui va permettre de retenir la protéine au niveau du compartiment qui est juste après le compartiment d'assemblage. Donc ça veut dire que déjà, ça empêche la protéine de sortir jusqu'à la membrane plasmique et d'être ensuite à la fois détectée par le système immunitaire et du coup sûrement dégradée. Donc c'est important pour ça. Et ça donne aussi l'information que cette protéine, si elle va plus loin que le site d'assemblage, ça veut dire qu'elle a probablement quelque chose à faire dans le compartiment suivant. Sachant que c'est des compartiments qui ont évidemment tous des fonctions différentes et qui vont pouvoir modifier les protéines, les assembler, les détruire, les adresser à d'autres compartiments, etc. Donc ça, c'est quand même 2 informations importantes sur le cycle du virus, même si c'est des signaux sur une seule des protéines virales, et que là, je suis pas dans un contexte d'infection, c'est vraiment dans un contexte où j'exprime une protéine dans la cellule. Donc c'est différent du contexte de l'infection, où le virus a toutes ses protéines en même temps, et où il y a sûrement des jeux d'interaction, etc., entre les protéines, qui du coup modifient sûrement leur transport. Mais du coup, à quoi ça sert finalement tout ça d'étudier le trafic de protéines? Enfin, ça paraît un petit peu bizarre de faire ça, mais en fait, mieux comprendre le trafic des protéines, de manière générale, c'est mieux comprendre le cycle viral. Donc tout ce que je vous ai expliqué sur le
le cycle de reproduction du virus, de son entrée dans la cellule jusqu'à sa sortie, c'est vraiment des étapes de ce cycle-là, en fait, qui vont être ciblées quand on développe des antiviraux, par exemple. Donc la première étape avant de pouvoir développer des stratégies pour combattre le virus, c'est déjà de comprendre comment il rentre dans une cellule, de comprendre comment il réplique son matériel génétique, comment il s'assemble, comment il sort de la cellule, etc. C'est pour ça que je disais que je fais de la virologie fondamentale, parce que c'est vraiment la première étape, très très en amont du moment où on va trouver un médicament qui permet de détruire le virus, mais tout de même indispensable en fait. Et pourquoi c'est important du coup? C'est un petit peu ce qu'on a dit en introduction, c'est que les coronavirus, c'est vraiment une famille de virus émergents sur laquelle on n'a pas beaucoup travaillé en fait. Comparé à d'autres virus qu'on connaît depuis très longtemps chez l'homme, c'était vraiment un virus sur lequel on travaillait que pour un intérêt vétérinaire, parce qu'il y avait des pertes d'argent pour l'industrie du porc ou du poulet par exemple, parce qu'il y avait des coronavirus assez pathogènes chez ces deux animaux. Mais là, du coup, depuis 2002 avec le SRAS et puis en 2012 avec le MERS, on a vraiment 2 virus humains très pathogènes qui ont un fort potentiel épidémique, parce qu'on sait qu'ils peuvent muter très vite. Donc même si pour l'instant le MERS se transmet pas très bien d'homme à homme, on sait qu'il peut très bien muter et s'adapter rapidement à l'humain et du coup être plus facilement transmissible. Et donc on a ni traitement ni vaccin. Et pour souligner vraiment que c'est quand même un enjeu de santé publique important, par exemple, il est cité, le MERS est cité dans les menaces pour la santé publique en 2009. Je vous ai mis le lien là sur l'OMS. Donc il y avait entre autres dans le top 10 la résistance aux antibiotiques ou des choses comme ça. Mais il y a aussi Ebola et d'autres pathogènes. D'autres virus fortement pathogènes, et vous voyez dans la liste, il y a le MERS et le SARS. Donc il y a quand même 2 coronavirus qui sont sous haute surveillance comme étant des grandes menaces pour la santé publique. Merci à toi pour ta présentation. Merci. Pardon, je me démute aussi. Oui, j'ai aussi un petit temps. Donc je vous propose de passer aux questions sans plus attendre. Hop, et maintenant que tout le monde est par ici, donc on va passer à la partie questions, et comme j'avais dit précédemment, soit vous écrivez vos questions par écrit et on s'occupera de les lire, moi et Rinmiop, soit vous vous démutez quand vous avez une question à poser et on vous donnera la parole. Super présentation. Oui, très très bonne présentation. Moi j'ai peut-être déjà une question en fait. C'est quoi la différence, là on le voyait sur la dernière slide, entre Ebola et justement des MERS et des SARS pour le coup? S'ils les mettent ensemble, c'est pourquoi? En fait, ils les mettent ensemble par rapport à leur forte pathogénicité en fait, parce que alors c'est vrai que pour le SARS et le MERS, c'est vraiment chez des gens qui ont quand même soit des comorbidités, soit qui sont déjà malades, mais ça va donner vraiment des pneumonies sévères, et donc voilà, 35% de morts, c'est assez énorme. Donc c'est vraiment par rapport à ça que c'est pas vraiment classé avec Ebola et tout ça. C'est pas le même niveau de dangerosité pour le manipuler par exemple. C'est pas la même famille de virus non plus, mais c'est vraiment par rapport à la menace pour la santé publique. C'est pour ça qu'ils les ont mis ensemble là sur l'OMS. Parce que l'Ebola ne fonctionne pas du tout pareil. En fait, c'était juste pour voir la différence. Non, en fait, l'Ebola, c'est pas du tout la même famille de virus, et puis c'est une fièvre hémorragique. Donc, c'est vraiment pas le même type de maladie. Parce que j'ai juste la sensation que virus recouvre une quantité énorme de pathogènes, en fait. De type, ouais. de façon de faire, d'infecter les cellules, à part qu'il faut aller infecter la cellule et se reproduire. Ouais, globalement, c'est très vrai. C'est ça, c'est qu'en fait, parce que le cycle que je vous ai présenté, il est vrai pour à peu près tous les virus dans les grandes lignes, c'est-à-dire l'entrée, la réplication, l'assemblage, mais en fait avec une variété de mécanismes et puis de façons de détourner la machinerie cellulaire, d'échapper au système immunitaire. C'est extrêmement varié en fait. Donc si jamais vous avez des questions, toujours, je suis prêt à les lire, vous pouvez vous démuter comme vous voulez. Bien, je vois déjà qu'il y a quelques personnes débutées. Alors la première personne débutée, je crois que c'était Mistclick. Donc s'il te plaît. Salut. Merci pour la présentation déjà. Et je me demandais, à un moment tu parlais de coupe au niveau des acides aminés et des protéines, du coup pour essayer d'identifier les zones
les zones qui peuvent leur servir à adresser du coup leur paquet. Et je me demandais déjà comment tu faisais pour effectuer tes coupes dans les acides aminés. Et après, le choix de tes coupes, comment tu les faisais aussi, parce que j'imagine que les polymères, ils doivent être super longs, donc tu dois pas couper n'importe où au hasard comme ça, si? Ouais, non, c'est une bonne question. Alors en fait, déjà pour ma protéine, si vous reprenez le schéma où on voit un peu mieux sa structure, elle passe 3 fois dans la membrane en fait, qui est une bicouche de lipides. Donc toutes ces zones déjà qui sont enchâssées dans la membrane, c'est des zones qui sont pas très accessibles. Donc c'est des zones qui ont assez peu de chances de contenir un signal parce que c'est vraiment un signal en général c'est reconnu par une autre protéine, donc il faut déjà que ce soit dans une zone accessible. Donc ça c'est le premier critère pour choisir où on va couper. Donc c'est pour ça que moi j'avais plutôt choisi le domaine le plus grand domaine là qui est plus accessible. Et ensuite les coupes en fait j'avais vraiment fait des coupes de 20 acides aminés en 20 acides aminés, de la fin de la protéine jusqu'au domaine qui est dans la membrane, quoi. Donc j'avais tout découpé en petits morceaux, quoi. Ah ouais, paye ta galère, quoi. En fait, c'est pas si compliqué parce que donc ça se fait c'est une technique de clonage en fait, même si c'est pas clonage au sens de la brebis d'Oli et tout ça. Mais en gros, on va faire ça par PCR, donc ça veut dire qu'on a la séquence de notre protéine, enfin qui code pour notre protéine qui est insérée dans une espèce de vecteur. Et on va pouvoir venir la copier, mais en utilisant des modifications. Donc on utilise ce qu'on appelle des primers, c'est des petits morceaux d'ADN qui sont complémentaires de notre séquence et qui vont en fait polymériser et multiplier notre séquence plein de fois. Sauf qu'on peut y ajouter les modifications qu'on veut en fait en faisant ça. Selon les primers qu'on utilise, on va venir fixer un truc, disons que ça tolère plus ou moins de modifications. Et donc c'est comme ça qu'on peut générer en fait notre protéine délétée où il manque un bout à partir de la protéine sauvage. Ok, ouais, ça doit faire un paquet de PCR à faire quand même. Ouais, ça fait pas mal de ouais, ça doit faire un paquet de PCR. Ok, merci. Ouais. Les mutations après une par une, ouais, ça fait quelques PCR. Alors, merci. Alors, passons à la question suivante. Là, je vais partir plutôt sur l'ordre alphabétique et je vais demander à Apocalypse de poser sa question. Alors, ma question initiale, c'était essentiellement la même. Comment on choisit les zones où on fait les délétions et ensuite les mutations? Et comme j'ai eu ma réponse, j'ai une question subsidiaire qui est les primers dont tu parlais. Est-ce que c'est une technique plus ancienne que les techniques type CRISPR ou c'est la même chose, ou est-ce que les techniques genre CRISPR ça s'applique à ça Ouais, alors en fait c'est plus ancien. La PCR c'est vraiment une technique, ça a révolutionné toute la biologie moléculaire parce que ça va nous permettre de faire c'est vraiment au niveau de l'ADN sur des mutations ponctuelles ou sur des délétions comme ça. CRISPR-Cas9, c'est vrai que c'est beaucoup plus sophistiqué dans le sens où on va plutôt faire ça quand on est quand on veut aller faire ça sur une cellule complète. C'est-à-dire que CRISPR-Cas9, ça permet, virtuellement d'aller modifier chez un être humain, etc. Là, la PCR, c'est vraiment dans des tubes, quoi. Je suis même pas sur une cellule, en fait. Je suis sur un vecteur qui contient la séquence de ma protéine. Donc c'est une technique qui est plus vieille et qui a pas tout à fait les mêmes. Disons que CRISPR c'est pour des choses beaucoup plus abouties en fait. D'accord, c'est un peu overkill dans ton cas. C'est ça, c'est un peu ça. D'accord, merci. Alors, question suivante par Sophie Pétoncule. Oui. Donc merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment super intéressant. On parle beaucoup des sciences appliquées et tout ça, mais les sciences fondamentales, c'est quelque chose qui est assez fou. Du coup, moi, j'avais une question par rapport aux mutations que tu fais dans les parties que tu as isolées. Comment tu choisis quel type de mutation faire? Parce que je suppose que tu fais pas ça au pif. Ouais. Alors en fait, c'est une bonne question parce qu'il y a, donc comme je disais, il y a 20 acides aminés. Fondamentalement, ils ont tous la même structure, sauf une partie qu'on appelle la chaîne latérale, qui est donc en fait chimiquement, ils ont une partie qui est un petit peu différente, et c'est ça qui fait qu'il y a 20 acides aminés différents. Et en fait, en gros, quand je dis que je mute un acide aminé, ça veut dire que je mute en alanine, qui est un des 20 acides aminés, qui est en fait le plus simple. C'est celui qui a la chaîne latérale la moins développée.
Donc c'est une manière de pas enlever un acide aminé parce que ça bousillerait toute la protéine, mais de modifier pour réduire au maximum sa spécificité en fait. En général, les alanines, comme elles n'ont pas une chaîne latérale très développée, c'est un acide aminé qui est rarement impliqué dans des signaux ou des choses comme ça. D'accord. Donc du coup, le fait quand tu fais ta mutation de ton acide aminé dans la séquence en alanine, ça fait que théoriquement l'acide aminé que tu mutes perdra son activité, quelle qu'elle soit. Si c'est ça. Ouais, c'est ça. Merci. Alors, on va passer à la question de Panta qui attend depuis un petit moment. Déjà, bravo pour la présentation. Les slides sont vraiment bien faites. Et si j'avais juste une question par rapport. Donc là, en fait, tu fais pas mal d'expérimental, en fait. Ouais. Et du coup, est-ce que vous avez des outils numériques ou des moyens de simuler le comportement des protéines pour prévoir un petit peu ce qui va se passer et essayer de pas trop perdre de temps en expérimental? Alors en fait, nous c'est vrai que sur tout ce qui est trafic, c'est pas vraiment possible. Après, c'est vrai que la structure des protéines, c'est un truc qui peut être prévu en 3D. Enfin, d'ailleurs, il y a souvent des modélisations 3D de protéines. Il y avait même un jeu en ligne qui fait un moment. Et quand les gens jouaient, ça permettait de résoudre plein de structures 3D. Mais ça, c'est plus après de la cristallo et c'est vraiment des études de structure qui, pour le trafic, sont pas hyper utiles. Par contre, c'est hyper utile, par exemple, pour l'entrée. Quand je disais tout à l'heure que l'entrée du virus dans la cellule, ça dépend d'une interaction entre une protéine du virus et un récepteur. Dans ce cas-là, connaître la structure de la protéine du virus, ça va nous permettre, par exemple, de prédire quel est son récepteur et de pas passer 6 ans à chercher parmi toutes les protéines cellulaires laquelle pourrait être son récepteur. Donc, dans ces cas-là, c'est hyper utile. Mais pour le trafic, c'est vraiment des trucs qui sont difficiles à prévoir. La seule chose qu'on peut faire, c'est regarder la séquence d'acides aminés et voir s'il y a des signaux déjà connus dedans. C'est la seule chose qu'on peut faire en amont. D'accord, merci. Alors, passons à la question de CXZ. Oui, merci. Et merci pour la belle présentation, c'était cool. J'avais une question d'ordre très général finalement par rapport à tous ces travaux expérimentaux. Vu que tu travailles sur des virus, et en général sur des pathogènes, je me doute que manipuler ces molécules-là, ces pathogènes-là, d'être assez risqué d'une certaine façon, parce que ça reste des trucs qui sont très facilement transmissibles ou des choses comme ça. Ouais. Comment ça se passe en termes de protocole quand vous approchez ce genre de nouveau virus? Parce que ça a dû arriver au labo, j'imagine, sous une certaine forme. Comment est-ce que comment vous organisez pour à la fois avoir plein de virus et à la fois pas vous faire Alors en fait, là, moi, tout ce qui est trafic, comme je suis vraiment au niveau moléculaire, je travaille pas sur le virus entier, je travaille vraiment sur des protéines isolées. Donc là, il n'y a pas de problème de confinement. Mais sinon, effectivement, dès qu'on travaille sur un virus entier, donc vivant, donc pathogène dans la plupart des cas, en fait il y a un classement de pathogénicité des virus et des pathogènes en général, c'est pour les bactéries aussi, de 1 à 4. Donc c'est P1, P2, P3, P4. Donc P1, ça veut dire que c'est pas pathogène pour l'homme et qu'on peut le manipuler juste à la paillasse avec une blouse. Donc ça c'est par exemple des pathogènes qui sont des virus qui sont pathogènes pour les animaux, des choses comme ça. Ensuite, en P2, il va y avoir les choses qui sont, on va dire, pathogènes pour l'homme, mais bénignes. Donc, par exemple, il y a un autre coronavirus que je manipule qui donne juste des rhumes, qu'on manipule en P2. P3, ça va être des choses comme le sida ou le MERS, justement, qui sont pathogènes et pour lesquels on n'a pas vraiment de traitement. Et ensuite, P4, c'est carrément Ebola, où là, c'est très grave et on n'a vraiment pas de traitement, et si tu le chopes, tu meurs. En gros, c'est ça. Et en fait, à chaque niveau de confinement, il y a des contraintes d'hygiène, des contraintes expérimentales. Donc, par exemple, P2, ça veut dire qu'on travaille dans un laboratoire P2. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de notre laboratoire qui est sécurisée, qui a un sas pressurisé, et qu'ensuite, une fois qu'on est rentré dans le P2, on a double blouse, double paire de gants, sur chaussures, et on travaille sous hotte.
Et on a des procédures de décontamination qui sont assez complexes. Et ensuite, on autoclave nos déchets. Donc, c'est des espèces de gros fours, du coup, à je sais plus combien de degrés. Et ensuite, P3, c'est encore un petit peu plus élevé le niveau. Et P4, c'est carrément les combinaisons qu'on peut voir dans les films, les espèces de grosses combinaisons jaunes, où même la combi est pressurisée et tout ça. Mais le P4, il y en a très peu dans le monde. Il y en a un seul en France qui est à Lyon. Mais dans le monde, il doit y en avoir moins de 10, quoi. Ce qui explique entre autres pourquoi on en chie autant pour trouver des vaccins, notamment contre l'Ebola ou des trucs comme ça. C'est qu'on n'a pas non plus. Ouais, c'est ça. Il y a très peu de gens qui ont accès en fait à des P4 déjà, et puis les contraintes pour travailler sont énormes, quoi. Donc c'est vrai qu'une manip qui pourrait être simple avec un virus moins pathogène devient très très lourde pour des virus comme Ebola, quoi. Et donc toi, si tu devais bosser sur les virus complets et pathogènes du Mars, là, ça serait du coup. Ce serait du P3 du coup. Ouais, j'ai des collègues, ma chef et une technicienne du labo qui travaillent dessus et qui ont fait la formation P3 là récemment, mais en plus le MERS c'est encore plus compliqué parce qu'il a une autre classification MOT qui en gros c'est pour ce qui est potentiellement armes biologiques. Donc en plus on a d'autres réglementations par rapport au terrorisme et tout ça. C'est bien, ça me fait une question à suivre. Tu peux parler un peu de cette classification, comment ça s'organise justement la lutte contre les armes biologiques? Alors en fait déjà le classement lui-même, je saurais pas vraiment dire comment ils choisissent. Je pense que c'est par rapport au potentiel épidémique justement dont on parlait un peu avant. Parce que là typiquement le MERS pour l'instant il serait pas vraiment dangereux parce qu'il se transmet pas très bien d'homme à homme. Mais après il a un potentiel de mutation qui est fort, donc j'imagine que c'est pour ça qu'il est dans cette catégorie-là. Après, la lutte contre ça, nous, c'est vrai que le campus est sécurisé, donc on a des gardes à l'entrée, enfin, des gardiens, tout est badgé, les accès à différents au P2, etc. sont évidemment sur badge, sur autorisation et tout ça. Mais par exemple, la seule chose qu'on a en plus, nous, pour le MERS par rapport à d'autres pathogènes dans le bâtiment, c'est que nos frigos, nos congélos sont sous clé. Même nos cahiers de labo sont sous clé. Mais au quotidien, c'est la seule différence qu'on a finalement. D'accord. Merci. Alors, on va passer à la question de Ethan. Ouais. Déjà, merci, ta présentation était vraiment cool. Merci. Et moi, j'ai une question qui va peut-être paraître technique. C'est que ces virus-là, ils ont le même code génétique que l'homme, du moins dans sa constitution, je veux dire. Ouais. Donc, en gros, les codons d'ARN sont les mêmes que pour l'homme. Donc, en l'occurrence, celui qui laisse rentrer les virus, ça reste le même, c'est le codon AUG. Oui, tu veux dire pour en fait, en gros, effectivement, c'est exactement le même code et tout, et c'est ce qui fait que quand le virus libère son matériel génétique, il va être traduit comme n'importe quel ARN de la cellule. Ok. Et du coup, j'ai une question, c'est que est-ce qu'il n'est pas possible de prendre un virus, du coup du MERS par exemple, ou de n'importe quel autre virus, de le modifier génétiquement afin que son codon AUG soit supprimé soit supprimé, voire même qu'il soit remplacé par un codon stop du style UAA, et que on le propage dans la nature afin qu'il prédomine et que du coup ça le stoppe définitivement en fait, enfin que il puisse pas se repropager. En fait, le truc c'est que alors déjà, tu vas avoir plusieurs codons d'initiation en fait sur même si tu as un seul ARN, en fait, typiquement les coronavirus, leur étape de réplication est hyper complexe. Ils produisent plein de sous-ARN qui vont ensuite permettre la production de leurs protéines, etc. Donc, des codons d'initiation, il y en a plein en fait. Et en plus, en soi, si tu supprimes le codon d'initiation, le virus va juste mourir et pas se répliquer. Donc, il pourra jamais prendre le dessus sur le sauvage en fait. D'accord, ouais. Et si lors de son envoi dans un ribosome pour duplication, justement, on faisait en sorte que son codon à lui, juste à ce virus-là,
que son initiateur, donc son AUG, soit transformé en un codon stop qui dise tu te débarrasses de ça, ça n'existe pas, c'est poubelle. Alors après, effectivement, bloquer la réplication, c'est souvent la réplication, c'est souvent une cible des antiviraux. C'est souvent là qu'on essaye de, soit à l'entrée, soit là qu'on essaye de taper pour bloquer un virus. Après, il n'y a pas vraiment de moyen d'aller le muter dans la cellule, ou alors ça serait du CRISPR, mais aller taper un virus chez l'humain avec CRISPR-Cas9, enfin c'est compliqué. Par contre, aller bloquer sa polymérase, donc la protéine qui lui permet de polymériser son ARN, ou alors bloquer d'autres protéines qui sont importantes pour sa réplication, ça c'est possible et c'est déjà fait pour d'autres virus. D'accord. Donc peut-être à terme, avec beaucoup plus de recherche, il y aurait peut-être moyen d'arriver à ces stades-là où on dit, avec un vaccin précis, on reconnaîtra l'ADN d'un virus et on le fera muter avant même qu'il ait eu le temps de s'installer dans une cellule. Ouais, ça serait pas forcément le faire muter, mais ça serait l'empêcher de se multiplier, ou alors diriger le système immunitaire spécifiquement sur une séquence du virus. Ou typiquement CRISPR-Cas9 à la base, en fait, c'est un système immunitaire de bactéries. C'est un système qu'elles ont développé pour se défendre contre des virus, contre des bactériophages du coup, qui sont des virus de bactéries. Et en gros, le principe c'était que quand elles se faisaient infecter par un virus, elles chopaient un bout de son ARN, elles le gardaient dans un coin en gros, et quand le virus les réinfectait, leur système immunitaire connaissait déjà ce truc-là et allait directement le détruire avant qu'il se multiplie en fait. Donc c'est de là que ça vient en fait, CRISPR-Cas9. Donc c'est pas impossible qu'on arrive à développer après des techniques antivirales du même type, mais c'est compliqué à mettre en place chez l'humain, quoi. Parce que il n'est pas possible de changer à l'état naturel, enfin du moins de forcer la mutation d'un virus à l'état naturel. Si, c'est possible. On fait souvent on appelle ça de la reverse génétique, c'est-à-dire qu'on fait la mutation sur un plasmide ou sur l'ADN, et puis ensuite on traduit ça, on a un virus recombinant. Mais en fait, ces virus-là, on va les passer sur des cellules. On va voir un peu est-ce qu'ils s'assemblent encore, est-ce qu'ils se répliquent encore et tout. Mais si tu le passes suffisamment longtemps, il va revenir à l'état sauvage en fait. Ça évolue tellement vite, c'est un taux de mutation tellement élevé qu'il va tout de suite revenir à ce qui l'avantage le plus, donc à l'état sauvage. D'accord. Et dernière petite question, et après je laisse la parole. Vu que dans tous les cas, les acides aminés, en tout cas sur Terre, sont les mêmes que pour l'homme, alors j'avais entendu parler qu'on cherchait à... c'est peut-être du fake, mais il me semble avoir entendu parler qu'on cherchait à créer un virus semblable à un autre virus. Donc par exemple, là, je peux prendre l'exemple du MERS, qui lui, du coup, son but c'était pas d'infecter tous les hommes, c'était de trouver tous les autres virus et de les obliger à se muter en fait. Pour tout simplement les amener à s'autodétruire. Est-ce que c'est vrai cette histoire? À ce niveau-là de... Là comme ça me dit rien. À la rigueur ça me fait... Non, là, c'est vrai que là comme ça me dit rien. Après le truc de faire muter, ça me fait plus penser à des prions, enfin les prions où c'est une maladie, où c'est une protéine qui est capable de faire muter d'autres protéines, mais c'est pas vraiment positif. c'est plutôt ça qui crée la maladie. Après, les virus, ça peut être utilisé pour plein de choses. Ils essayent de les utiliser notamment pour les cancers, pour aller cibler des cellules cancéreuses, des choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'utiliser ça comme vecteur, en fait. Mais pour attaquer d'autres virus, c'est compliqué parce que, comme je disais, en fait, un virus sans cellules, ça peut rien faire. Donc un virus peut pas faire grand-chose à un autre virus, finalement. À la rigueur, il peut y avoir de la compétition entre deux virus dans un même hôte, mais à part ça... Du coup, ça m'a soulevé une autre question. Est-ce qu'il n'est pas possible de créer un super virus qu'on pourrait tout simplement diffuser dans la flotte, qui finirait par imbiber toute la population, et un virus vaccinateur définitif qui vaccinerait tout et n'importe quoi contre les principaux pathogènes? Ouais, alors en fait, c'est un peu ce que disait Rimlock tout à l'heure. En fait, les virus, c'est tellement
c'est tellement vaste et il y a tellement de mécanismes différents que il n'y a pas une étape qu'on peut cibler qui est vraiment commune à tous les virus. Il n'y a pas un point commun fondamental autre que le fait qu'ils ont besoin d'une cellule. Donc ça c'est compliqué. Par contre, effectivement, l'idée d'un virus bénin, mais enfin qui serait semblable à un autre virus, mais qui serait sa version bénigne, ça c'est sûr que c'est le principe du vaccin et c'est toujours ce qu'on recherche. À la fois sur les mutations naturelles et quand on cherche des antiviraux, etc. Mais un vaccin universel, non, ça me paraît pas possible. Ok. Merci. Alors, passons à la question de Did. Bonjour et merci. Du coup, pour cette présentation. Je voulais savoir, je ne sais pas si tu l'as déjà dit, genre est-ce que tu as une question pour ta thèse, quelque chose à quoi tu veux répondre, quelque chose que tu veux apporter, enfin, parce que là j'ai le processus de comment tu fais ton métier, on va dire. Ouais. Et du coup, elle apporte quoi ta thèse? En fait, ma thèse, c'est vraiment à la base, c'était vraiment comprendre les mécanismes d'assemblage du MERS. Donc, c'était vraiment savoir. En fait, je vous ai présenté un peu la première étape, c'est-à-dire savoir comment les protéines du virus vont de là où elles sont produites à là où elles s'assemblent. Après, l'autre étape que j'aurais faite si j'avais eu plus de 3 ans ou que j'avais été plus rapide, c'était comprendre un peu comment elles interagissent entre elles. C'est-à-dire que, comme je vous disais, la protéine M sur laquelle je travaille, elle va vraiment interagir avec toutes les autres protéines du virus et permettre déjà de toutes les ramener au même endroit et ensuite de les assembler correctement. Et ça, c'est un aspect qui est important aussi et qui peut aussi être ciblé par des antiviraux. Donc après, ma thèse en soi, elle est très très loin de tout ce qui est application médicale. C'est pour ça que je disais qu'on fait vraiment de la virologie fondamentale, dans le sens où c'est vraiment la première pierre pour arriver à comprendre comment ce virus fonctionne. Et puis dans X années, on arrivera peut-être à trouver un vaccin et ou un antiviral. Mais là, on est vraiment juste sur l'avancée de la compréhension en fait de ce virus, quoi. Ouais, donc il y a personne qui a fait ce genre de recherche sur ce sujet avant toi? Non, en fait, le trafic intracellulaire, c'est une catégorie de recherche en soi, on va dire. Donc, ça a été fait sur pas mal de virus, mais pas trop enfin, un petit peu chez les coronas, mais pas beaucoup, et pas du tout sur le MERS, en fait, pour l'instant. En même temps, ça date que de 2012, donc c'est vraiment, c'est tout neuf, ouais, quoi. Ça marche. J'ai quelques autres questions, si ça ne dérange pas. Non, vas-y. Du coup, combien de temps, genre ça prend, on pourrait dire, pour faire tout un processus par exemple là pour ce virus en particulier, combien t'as mis de temps, de jours, pour faire toute ta découverte, on va dire? Un mutant, tu veux dire, ou Comment? pour faire un mutant, pour faire une mutation, un truc comme ça? Non, pour découvrir comment il fonctionnait le virus dans sa reproduction. Ouais, alors là, en fait, du coup, les coronavirus, pour l'instant, on se base sur ce qui a été fait, surtout sur les coronavirus animaux. Donc déjà, il y en avait un qui était, c'est ce que je disais tout à l'heure, surtout pour les poulets, pour l'industrie du poulet, etc. Parce que en fait, il diminue le rendement et donc évidemment, comme on perd de l'argent, on fait de la recherche dessus. Et il y avait aussi un autre coronavirus qui était plutôt chez les souris et qui là posait des problèmes en laboratoire parce que dans les animaleries, ça tuait tout un tas de souris. Donc ces deux coronavirus-là, ils ont été pas mal étudiés et c'est un petit peu les modèles pour cette famille de virus. En général, c'est ce qui se passe en biologie en général, c'est qu'on a toujours un petit peu un organisme modèle pour une famille de virus, pour une famille de bactéries, etc. Donc le cycle viral que je vous ai montré, il est un peu basé là-dessus. Et ensuite, moi, en fait, j'ai vraiment travaillé que sur la partie trafic. Donc, à part les 2 signaux que je vous ai montrés, j'ai travaillé un petit peu sur des protéines, la protéine homologue, on va dire, mais d'autres coronavirus, pour voir si je retrouvais les mêmes signaux ou des choses comme ça. Mais voilà, après, j'ai travaillé un petit peu sur les interactions, mais au final, c'est une goutte d'eau, quoi. C'est pas... Ouais, je vois. Ça marche.
du coup, j'ai une dernière question. Genre, dans ton processus, vu que c'est le début de la démarche et de la recherche, qu'est-ce qui, selon toi, pourrait être optimisé et dans le futur, vraiment, on pourrait se dire, ouais, c'était les vieilles techniques pour faire ce genre de recherche, selon toi, qui est vraiment problématique actuellement dans tes démarches de recherche et qui est long, fastidieux, justement, comme on disait tout à l'heure, faire plein de découpages ou des choses comme ça. Ouais, c'est vrai. Alors après, c'est vrai que la technique de clonage en elle-même pourrait être améliorée, je pense, sur certains aspects, même si la PCR en soi, c'était déjà une révolution. Mais c'est vrai que, typiquement, quand je parlais des mutants tout à l'heure, faire un mutant, quand ça se passe bien, en une semaine et demie, c'est fait. Mais en fait, parfois, c'est pas vraiment pourquoi ça marche pas, et puis on recommence et ça va marcher. Donc il y a des choses parfois qui sont un petit peu empiriques. C'est souvent le cas en biologie, mais du coup c'est sûrement des aspects qu'on pourra améliorer dans le futur et qui nous permettront de perdre un peu moins de temps. Après, sinon, de façon générale, c'est surtout qu'on manque de sous en fait. Mais ouais, après, sur les techniques, il y a encore pas mal de choses qui sont un petit peu empiriques, quoi, qui pourraient être améliorées sur le clonage, par exemple. Et du coup, il n'y a pas moyen d'optimiser un peu certaines parties de ton travail pour faire des trucs automatisés avec de l'analyse automatique ou des choses comme ça pour pouvoir traiter plein de différentes structures, tu vois, faire plein de tests. Ouais, alors en fait ça c'est souvent c'est à la fin, c'est sur l'analyse de données. J'ai pas mal de potes qui font des trucs, qui font des thèses où ils vont générer beaucoup plus de données que moi, par exemple, parce que moi dans ma thèse je peux pas vraiment avoir des processus plus automatisés parce que il y a une partie qui est vraiment liée à l'observation, la microscopie, tout ça. Et puis, comme j'exprime des protéines de virus dans des cellules, j'ai pas toujours des niveaux d'expression très élevés, donc je peux difficilement automatiser même tout ce qui est microscope et tout ça. Mais sinon, il y a énormément de choses. Dès qu'on est avec le virus, par exemple, tout ce qui est mesure de cellules infectées, pourcentage de cellules infectées par rapport aux cellules totales, tout ça, souvent on utilise Imagy, qui est un petit logiciel qui nous permet de faire des macros qui vont directement détecter en fait des éléments dans l'image et faire des calculs, des choses comme ça. Et puis après il y a ce dont on discutait tout à l'heure sur les structures aussi, les gens qui font des prédictions de structures, et il y a pas mal de startups maintenant qui essayent avec les structures de certaines protéines, de prédire les interactions avec d'autres protéines cellulaires, etc., justement pour gagner du temps aux chercheurs là-dessus, quoi. Ça marche, merci beaucoup. Alors, on avait une question qui avait été écrite un peu plus haut que je retrouve. Ouais, voilà. Est-ce qu'on a une idée du temps moyen entre les débuts des études fondamentales sur un virus et l'aboutissement à des moyens d'action appliqués de type vaccin, par exemple? Ouais, alors je pense que c'est très variable. Le truc, c'est que vraiment, pour avoir un antiviral ou un vaccin, si vraiment on se base sur la virologie fondamentale jusqu'aux médicaments, déjà le développement du médicament en général c'est peut-être 10 ou 15 ans, donc faudrait peut-être rajouter 5 à 10 ans de recherche fondamentale, donc bon, ça c'est compliqué. Par contre, ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est la réutilisation de molécules qui sont déjà approuvées, donc en fait, ce qu'on fait en général dans la recherche pour les antiviraux, c'est du screening. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre des grandes banques de données avec plein de médicaments qui sont déjà approuvés pour tout un tas de choses. Ça peut être aussi bien pour problèmes cardiaques que pour une infection. Et on va tester ces molécules, on va tester des milliers de molécules sur notre virus. Donc ça, pour le coup, c'est très très automatisé. Et donc ensuite on va sélectionner celles qui sont les plus actives, ensuite on va tester à quel point elles sont toxiques ou pas, et d'un screening de 20 000 molécules on va en sortir 3-4, et là on va vraiment chercher le mécanisme d'action, etc. Mais du coup c'est une technique qui permet un petit peu de s'affranchir finalement de l'étape de virologie fondamentale, au moins pour le début. Donc ça gagne beaucoup de temps. Après, ça permet pas toujours d'avoir des molécules très spécifiques, mais ça peut être intéressant aussi de trouver des molécules qui sont efficaces sur plusieurs virus ou des choses comme ça. Ok, merci. Autre question un peu plus personnelle cette fois-ci. Où est-ce que tu en es de tes communications orales ou écrites, toi, pour ta thèse? En congrès, tu veux dire? Congrès ou article de journal? Alors là j'ai un article qui est soumis, qui est en révision pour l'instant, que j'ai soumis il y a 2 semaines, donc j'attends.
Et ce sera sûrement mon seul article parce que du coup je vais finir en septembre. Là j'avais un deuxième projet mais j'aurai pas le temps de soumettre, je pense. Et après en termes de congrès, résultat de la dèche dans mon labo, j'en ai pas fait beaucoup, j'ai juste fait les journées de virologie, les journées francophones de virologie qui sont à Paris, donc Paris c'est pas trop cher, donc voilà. Et puis après c'est vrai que après les coronavirus, du coup il y a un seul gros congrès qui est tous les 2 ans et qui était l'année dernière à Kansas City, mais j'avais pas vraiment assez de résultats, j'étais en début de 2e année, du coup c'est ma chef qui est allée. Mais après j'ai fait plus de trucs un peu dans la vulgarisation ou autre, la fête de la science, ma thèse en 180 secondes, des trucs comme ça, qui sont aussi des communications orales mais plus vulgaires quoi. D'accord. Du coup Sophie, as-tu une autre question? Oui, moi c'était plutôt du coup au niveau, vu que t'es en 3e année, c'est une thèse en quoi, 3-4 ans? C'est 3 ans. Ouais. Serait plutôt sur les résultats que tu as eu jusqu'à présent sur le fonctionnement justement de cette protéine et quelles parties ont quel rôle et tout ça. Ouais, alors en fait, du coup déjà le truc c'est que moi je travaille sur des protéines que j'exprime dans des cellules, donc je suis vraiment pas sur le virus total, ce qui fait que j'exprime ma protéine toute seule, donc je suis dans un contexte assez différent parce que ma protéine seule elle va pas se comporter pareil que quand elle est avec les autres protéines virales. Mais ce qui est intéressant c'est que du coup le lieu d'assemblage des coronavirus, a priori, il est connu, il a été démontré chez plein d'autres coronavirus, et c'est le RGIC, c'est un des compartiments que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, voilà, il y a production des protéines dans le réticulum et il y a assemblage dans le RGIC. Donc, quand j'ai exprimé ma protéine en cellule, je m'attendais à ce qu'elle aille dans le RGIC et qu'elle reste là parce que c'est le lieu d'assemblage. Sauf qu'en fait, pas du tout, elle va plus loin et elle est retenue dans le compartiment d'après, qui est le Golgi. Donc ça, en soi, déjà, c'était assez surprenant. Même si, bon, on sait que les protéines sont modifiées tout au long de leur transport, donc possiblement elle a quelque chose à aller faire dans ce compartiment suivant. Mais voilà, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, là, les 2 signaux que je vous ai présentés, en fait, le premier, c'est un signal d'export, donc c'est un signal qui va lui permettre de sortir du réticulum, donc de sortir de la zone où elle a été produite. En sachant qu'il y a plusieurs conditions, en fait, pour sortir du réticulum. La première, c'est d'être correctement replié, parce que du coup les protéines, comme vous dites, ça peut être une chaîne d'acides aminés plus ou moins longue, et il y a un repliement très important pour leur structure 3D. Donc si elles sont mal repliées, elles vont pas pouvoir sortir du réticulum. Il y a une espèce de contrôle qualité en fait. Donc ça c'est la première condition pour sortir, et la deuxième c'est un signal d'export. Donc j'ai trouvé le signal d'export, donc je sais comment ma protéine sort de la zone de production. Donc ensuite elle est transportée jusqu'au Golgi, mais ce que je savais pas, c'est comment elle était retenue là, parce que normalement, les protéines, si elles n'ont pas de signal, elles vont continuer jusqu'à la membrane plasmique, elles vont sortir de la cellule, elles seront sécrétées. Et du coup, le deuxième signal que j'ai trouvé, c'est un signal de rétention. Donc ça veut dire que vraiment la protéine a un signal qui la retient dans ce compartiment-là. Donc ce qui veut dire qu'elle a vraiment quelque chose à y faire a priori. Et du coup, là, la suite en fait de ma thèse, ça va être de voir déjà. J'ai vu que ce signal de rétention était présent sur plein d'autres protéines homologues de la mienne chez d'autres coronavirus, donc ça déjà c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est conservé, donc que c'est un motif qui est important en fait pour le virus. Et la deuxième chose, c'est de voir si ça a aussi une importance dans le contexte du virus. Donc si ça a une importance pour l'interaction avec les autres protéines, si le fait qu'elle soit là, c'est juste pour être modifiée, pour que cette protéine-là soit modifiée, qu'on lui ajoute des sucres, des choses comme ça, ou si c'est parce qu'elle doit récupérer une autre protéine. Enfin, il y a plein de possibilités en fait. Mais c'est des choses que j'ai pas vraiment le temps d'explorer plus loin en fait là, comme j'arrive à la fin. Donc vraiment là j'ai juste un petit peu débroussaillé le transport de cette protéine là, mais il y a encore plein de choses à faire en fait. D'accord. Et du coup j'ai eu une autre question qui est un peu en lien sur la protéine sur laquelle tu travailles. Comment, parce que le virus, comme tu l'as dit, une fois qu'il est dans la cellule, tu as une multitude de protéines qui sont créées qui vont ensuite s'assembler. Comment le choix de cette protéine spécifique a été fait pour l'étude et pourquoi Ouais. Alors en fait, du coup, il y a 4 virales sur
La protéine qui leur donne leur nom, parce que corona, c'est couronne en latin. Donc du coup, c'est les petits pics qu'on voit sur le schéma que je vous ai donné. Et en fait, c'est ça qu'on voit en microscopie électronique et qui donne le nom. Enfin bref, cette protéine-là, elle est surtout impliquée dans l'entrée. Donc elle doit aussi, évidemment, comme les autres protéines structurales, aller jusqu'à la zone. Mais c'est moins... disons qu'elle est moins fondamentale pour l'assemblage. La protéine M que j'étudie moi, ça a été montré en fait pour d'autres coronavirus qu'elle interagit avec toutes les autres protéines structurales et que en fait c'est le moteur de l'assemblage. C'est vraiment celle qui va interagir avec toutes les autres, qui va créer une espèce de matrice et qui va permettre même de former en fait le virion, de former la boule de lipides en fait qui vraiment constitue le virus. Donc c'est parce que ça a été montré chez d'autres coronavirus finalement qu'on s'est mis à travailler sur celle-là spécifiquement, parce qu'on sait qu'elle est importante pour l'assemblage. Ok, merci. Alors il y a Ploup qui a une question normalement. Y a-t-il un résumé quelque part pour ceux qui viennent d'arriver? Ou alors normalement tu vas avoir le résumé en annonce et planning. D'accord. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vas-y, pose ta question. Première question. Comment est-ce qu'on arrive à, c'est-à-dire quand on voit le virus qui est étudié, comment est-ce qu'on arrive à l'isoler, ou concrètement comment est-ce que ça se passe? Et pourquoi il ne muterait pas pendant qu'on mène la recherche, en gros? Pourquoi il ne muterait pas pendant qu'on mène la recherche? Il peut tout à fait muter. C'est même pas impossible qu'il mute par rapport aux signaux et tout ça, mais c'est pas. En général, les mutations, la zone la plus variable chez les coronavirus, c'est la protéine S, celle qui sert à l'entrée. Parce que c'est vraiment le déterminant en fait de l'hôte. Donc par exemple, quand je disais que c'est passé de la chauve-souris au dromadaire à l'homme, c'est parce que cette protéine-là mute énormément et du coup peut se modifier pour pouvoir interagir avec d'autres récepteurs. Et après, il y a plein d'autres protéines qui mutent, et c'est vrai que le fait de cultiver le virus in vitro, il peut muter et être un petit peu adapté à la culture cellulaire et moins à l'homme. Mais en général, on part toujours d'isolat clinique, donc on part toujours d'échantillons de patients en fait. D'accord. Et donc la protéine M là qu'on avait vue, elle est surtout, vu qu'elle est responsable du transport au sein de la cellule, elle change très rarement, voire pas du tout. Oui, c'est vrai qu'elle est très conservée entre les coronavirus. Elle est beaucoup moins variable que la protéine S. Alors après, il y a quand même des différences entre les coronas, mais par exemple la structure de la protéine ne change jamais. La structure est toujours la même. La séquence va changer un petit peu, mais la structure est toujours la même et elle conserve toujours ses interactions avec les autres protéines aussi. En tout cas, pour l'instant, dans ce qu'on sait. Alors, j'ai une deuxième question un peu plus générique et d'ordre, je dirais, juridique. Si j'ai bien compris, il y a deux étapes en gros pour étudier un virus. Il y a, au début, on essaie un peu de percer comment le virus fonctionne, et c'est après qu'on développe un peu la manière le vaccin ou l'antiviral ou notre manière de flinguer le virus en gros. Alors au bout de la première phase, une fois qu'on a compris, qu'on a maîtrisé un peu le virus, comment il fonctionne, est-ce que le laboratoire ou l'organisme qui finance la recherche, est-ce qu'il se réserve le droit de développer la solution en gros? Alors en fait, c'est vrai que j'ai présenté un peu ça comme un truc séquentiel avec le fondamental et puis ensuite les antiviraux. Ce qui est vrai, oui et non, parce que comme je parlais tout à l'heure du screening, il y a aussi le développement d'antiviraux en parallèle de la recherche fondamentale. C'est-à-dire que même en étant un petit peu dans le flou, on va quand même tester des molécules déjà connues ou faire des choses comme ça. Donc il y a quand même ça qui avance en parallèle. Mais par contre, c'est vrai que c'est une bonne question. En fait, en général, quand on commence à trouver une molécule qui est intéressante et qu'on a commencé à comprendre son mécanisme d'action, c'est souvent à ce moment-là qu'il y a des entreprises pharmaceutiques qui vont venir racheter un brevet, par exemple, et qui vont prendre le relais. Avec une phase un petit peu de collaboration entre le laboratoire académique et puis l'entreprise, mais c'est souvent comme ça que ça se passe en fait. Et après, il y a aussi typiquement l'Institut Pasteur qui va développer ses propres vaccins, etc., et qui là va
va vraiment financer de la recherche fondamentale jusqu'au vaccin, quoi. Donc ça dépend en fait. D'accord, merci. Alors, je vais lire quelques petites questions qui ont été posées à l'écrit. Donc, Grob pose comme question où en est-on de l'état de l'art sur le fonctionnement interne des réticulums, Ergic, Golgi, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on sait très bien comment ça marche ou est-ce qu'on est vraiment un peu à tâtons sur le sujet? Alors en fait, ouais, c'est vrai que j'ai pas vraiment présenté dans le détail parce que c'est un petit peu compliqué, mais en fait, c'est bien connu, c'est même connu depuis longtemps parce que tout ce système-là, c'est la voie de sécrétion. En fait, les compartiments que je vous ai montrés, c'est ce qu'on appelle la voie de sécrétion. C'est pour ça que j'ai pas mis dedans les mitochondries ou d'autres compartiments comme ça. Donc la voie de sécrétion, c'est vraiment une voie de transport des protéines en fait. Sécrétion dans le sens où les protéines sont produites dans le réticulum et vont être transportées via Ergic, Golgi jusqu'à la surface. Et en fait, ce qu'on sait et qui me sert moi au niveau du trafic intracellulaire, c'est que on considère que par défaut, si une protéine n'a pas de signaux, en gros, elle va être produite dans le réticulum et ensuite elle va traverser Ergic, Golgi et elle va aller jusqu'à la surface. Et elle sera exprimée en surface des cellules. Et c'est pour ça que quand j'ai une protéine qui n'est pas localisée en surface, on sait qu'elle va contenir en fait des signaux. Donc quand une protéine est localisée dans le Golgi, comme ma protéine M, ben voilà, quand j'ai vu ça, je savais qu'il y avait des signaux qui lui permettaient d'arriver jusque-là et d'y être retenu. Donc effectivement, toute la voie de sécrétion, le transport est bien connu et les fonctions aussi. Le Golgi, par exemple, ça a une fonction de tri. C'est une grosse station de tri pour envoyer les protéines aux bons endroits, pour les envoyer vers la surface, pour les envoyer vers la dégradation, pour les renvoyer vers le réticulum, pour les envoyer dans le noyau, enfin n'importe où. Et ça a aussi un rôle de maturation et de modification des protéines. Donc tout au long du transport, en fait, les protéines, elles vont acquérir des sucres, elles vont être repliées, elles vont maturer, quoi. Donc ouais, c'est très bien connu en fait la voie de sécrétion et sa fonction. D'accord, alors merci. Et voilà pour la deuxième question de Mai. Alors, quand on dit que le virus tue 33% des infectés, quid des autres en fait? Est-ce qu'ils font des rémissions, des séquelles, etc., etc.? Alors oui, non, en fait, c'est vrai que le 35%, c'est ce que je disais, c'est vraiment un petit peu surestimé dans le sens où il y a tous les gens qui ont juste des rhumes ou qui sont asymptomatiques qui vont pas du tout avoir de symptômes et qui du coup vont pas aller à l'hôpital et seront pas comptabilisés. Après oui, les gens qui vont être malades et se remettre, du coup je pense que c'est principalement ceux qui ont des symptômes bénins, c'est-à-dire ceux qui ont un truc de type rhume, quoi. Après, en général, ceux qui développent les symptômes de pneumonie, symptômes graves, ils s'en sortent pas très bien. J'ai pas vraiment de chiffres en tête de pourcentage de ceux qui développent la pneumonie et qui s'en sortent, mais à mon avis, il y en a assez peu, parce que vraiment, pour développer les symptômes graves, ça veut dire qu'on a des comorbidités, etc. Et donc, quand on commence à développer la pneumonie, à mon avis, il y en a beaucoup qui doivent pas s'en remettre ou il doit y en avoir une partie, mais peut-être pas beaucoup. J'ai pas de chiffres, j'avoue. D'accord. Et du coup, sur ces personnes qui sont survivantes, entre guillemets, est-ce qu'on étudie les caractéristiques qui peuvent faire qu'elles ont été justement résistantes? Ouais, alors souvent c'est au niveau immunitaire qu'on va regarder, parce que c'est vrai que du coup quand on est chez des personnes assez fragiles, alors c'est sûr que si on est chez des immunodéprimés, bon bah là on va pas regarder, mais sinon oui, on peut regarder au niveau immunitaire s'ils ont une réponse un peu plus forte d'un certain type ou d'un autre, s'ils produisent plus d'anticorps, s'ils produisent plus de certaines cytokines, etc. Mais ça c'est vrai que l'immunologie en fait pour les coronavirus c'est à double tranchant, parce que souvent la réponse immunitaire, plus elle est forte, plus les symptômes vont être forts en fait. Souvent c'est le cas pour beaucoup de maladies, mais pour les coronas particulièrement, c'est beaucoup le système immunitaire qui va abîmer les tissus en fait, parce que la réponse est assez forte. D'accord, merci beaucoup. Là on atteint la fin des questions. Si vous en avez d'autres, c'est le moment de les poser. Ouais, j'en ai une toute petite dernière. Une fois qu'une cellule est infectée par un virus,
le virus parasite complètement la fonction de la cellule qui devient juste une sorte d'usine à virus, ou alors elle garde quand même ses fonctions et en plus de ça, il y a la production du virus. Non, c'est tout à fait ça en fait. Elle devient vraiment, le virus va vraiment détourner toute la machinerie, en tout cas tout ce qui est synthèse de protéines. Et c'est vrai que pour une cellule, si sa synthèse de protéines est détournée par le virus, elle aura plus vraiment, elle va plus fonctionner de manière normale. Et particulièrement les coronas, en fait, ils font carrément un réarrangement des membranes internes. Là, quand les compartiments dont je vous parlais, en fait, le Golgi, typiquement, il n'y a pas du tout la même tête dans des cellules infectées que dans des cellules normales. Le virus a tout un tas de protéines, non structurales du coup, mais des protéines qui vont être là pour créer des membranes dans lesquelles le virus va pouvoir se multiplier sans se faire voir du système immunitaire. Il va sécréter des protéines qui vont aussi créer des leurres ou qui vont bloquer le système immunitaire. Enfin, il y a tout un tas de mécanismes en fait qui vont complètement modifier la cellule. Donc ça devient vraiment effectivement une usine à virus et puis tout est fait pour que le virus puisse se multiplier sans que le système immunitaire le détecte en fait. Ok. Et du coup, dans le cas de ce virus-là, est-ce qu'il va juste, entre guillemets, modifier l'environnement de la cellule intérieure sans toucher au code génétique de la cellule, ou alors est-ce qu'il va justement intervenir carrément jusque dans le génome de la cellule? Non, alors effectivement, lui, il va pas aller jusqu'au génome. Il va vraiment juste, modifier les membranes, modifier, on va dire, la physiologie le métabolisme de la cellule. Mais souvent, c'est les rétrovirus, donc type VIH, qui eux vont carrément s'intégrer en fait dans l'ADN des cellules, et où là, ça devient compliqué parce que c'est pas tellement qu'ils modifient l'activité de la cellule, mais c'est que ils sont très durs du coup à éliminer, parce qu'à partir du moment où l'ADN du virus est intégré dans l'ADN de la cellule, il peut rentrer dans un stade de dormance. C'est ce qu'on appelle la latence en fait pour les malades du sida, qui fait que si jamais ils arrêtent leur traitement, le virus va tout de suite repartir en fait. Donc ça, pour les virus qui s'intègrent dans l'ADN, c'est plus compliqué. Ok, merci. Moi, éventuellement, j'ai aussi des questions encore. J'écoute attentivement depuis tout à l'heure. C'est aussi par rapport justement à, on va dire, à la recherche ou à la santé aussi, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions en fait qui sont en rapport avec la santé en fait et sur cette idée de fondamental. Quand on fait de la recherche fondamentale là comme tu le fais, est-ce que c'est justement pour comprendre le fonctionnement global du fonctionnement de la cellule? Tu as un peu répondu tout à l'heure en disant non, en fait ça on sait plutôt bien, c'est juste ce type de virus, les coronavirus qu'on connaissait pas. Mais est-ce que par exemple avec ce genre de briques que tu trouverais, on peut imaginer quelque chose de complètement différent que juste un antiviral spécifiquement pour le coronavirus, mais imaginer quelque chose de complètement nouveau comme un CRISPR-Cas9 par exemple, ou qu'on n'aurait pas vu grâce à ce genre de solution de virologie fondamentale en fait. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que là, j'ai présenté ça comme un peu ciblé pour les antiviraux et tout ça, mais effectivement, CRISPR-Cas9, c'est typiquement ça, c'est de la bactériologie fondamentale qui a abouti à un outil génétique hyper puissant. Et il y a eu beaucoup de découvertes comme ça, je sais pas, la GFP, qui est une protéine fluorescente qu'on utilise énormément en biologie, qui est vraiment un outil hyper utilisé partout et tous les jours, c'était une protéine de méduse. Et donc c'était du fondamental aussi. Et c'est vrai que sur le fonctionnement de la cellule, les signaux c'est pas inintéressant, parce qu'effectivement les signaux que je peux trouver sur des protéines de virus, c'est universel dans le sens où on pourrait trouver les mêmes sur des protéines cellulaires ou sur d'autres virus. Donc typiquement le DXE, là, le signal que j'ai trouvé, il avait déjà été trouvé sur un virus, le virus de la stomatite vésiculaire. Mais bref, c'est vraiment un truc universel, et donc effectivement, si on trouve un signal qui est présent sur une protéine cellulaire et qui a une fonction autre, ça peut aussi être intéressant pour la biologie cellulaire, quoi. D'accord. Et juste après, ça c'est peut-être pour rassurer éventuellement, s'il mute et qu'il devient donc surtout
le gros problème, c'est qu'ils se répandent plus rapidement, que l'infection soit peut-être plus rapide. Est-ce qu'on a déjà, ou est-ce que grâce à tes recherches, on peut avoir des idées de solutions pour de la fabrication d'un vaccin ou d'un antiviral? Ou on est vraiment trop loin de ça de toute façon pour l'instant? Sur les vaccins, il y a des choses qui sont en développement parce que maintenant on a quand même de manière générale une bonne expérience au niveau des vaccins. Donc on a en général, quand on voit un nouveau pathogène, une idée de quelle protéine va être intéressante pour faire un vaccin, etc. Donc il y a des choses qui sont en développement. Après, le problème, c'est toujours de passer en clinique parce qu'on ne sait jamais vraiment comment ça va réagir chez l'homme. On ne sait jamais vraiment comment le système immunitaire réagit. Donc ça, c'est compliqué. Mais après, oui, les antiviraux, maintenant, on peut développer des choses assez rapidement. Mais surtout, là où on est très bon, c'est ce qu'on a vu en fait avec le SARS, c'est sur ce qui est santé publique en général et surtout au niveau du confinement des épidémies. En fait, le SARS, typiquement, c'était bien plus dangereux que le MERS actuellement parce qu'il se transmettait très bien d'homme à homme. Mais finalement, l'épidémie est restée contenue dans le sud de la Chine et Hong Kong parce qu'il y a eu des quarantaines rigoureuses, que dès que des patients revenaient d'une zone à risque et avec des symptômes un peu douteux, on va dire, ils étaient tout de suite mis en quarantaine. Donc c'est surtout ça notre meilleur outil en fait. D'accord, ça reste en fait la prévention et le contrôle des populations éventuellement infectées qui reste l'idéal pour lutter contre la maladie. Pour l'instant, tant qu'on arrive à la maîtriser, en fait, il y a toujours un peu ce mythe, j'ai l'impression, de la pandémie, en fait. Je sais pas si c'est vrai, en fait, où ça devient tellement puissant que c'est là que ça dépasse le côté contrôlable et qu'on peut être face à des choses plus dangereuses. Mais là, pour ce moment, en tout cas, on n'a pas trop à s'inquiéter pour l'instant de MERS sur ça. C'est ça, en fait, ce qui avait fait peur à l'OMS, là, c'était par exemple, avec le pèlerinage à la Mecque, ils avaient peur qu'il y ait énormément de gens qui se retrouvent au Moyen-Orient, dans une zone qui était à risque et qui ensuite revoyagent dans le monde entier. Et donc, il y a eu énormément de prévention pour ça, par exemple. Et finalement, ça s'est très bien passé. D'accord. Et parce que je rebondissais sur H1N1, effectivement, qui était un petit peu l'ultime théorie. Enfin voilà, c'était dans celui qui pouvait être vraiment dangereux et qui effectivement n'a pas donné grand chose. Et je sais pas si c'est lié justement à notre capacité de le retenir ou simplement la chance, parce qu'on a eu plein de vaccins mais qui n'ont pas été utilisés pour le coup, quoi. Alors après, en plus, les vaccins pour la grippe, la grippe, c'est peut-être même encore pire que les coronas à niveau mutation parce qu'il y a beaucoup de recombinaisons aussi. Donc les vaccins sont pas très efficaces, on le sait. Le vaccin pour la grippe, c'est vraiment pour les gens à risque, etc. Donc a fortiori pour H1N1, je pense que c'était surtout une peur qui était due au fait qu'en plus H1N1 c'était même la même souche que la grippe espagnole ou des choses comme ça. Donc historiquement aussi, ça faisait peur. Mais ça parle aux gens, quoi, un petit peu aussi. Ils ont dit, c'est une grippe qui a tué beaucoup de gens, qui potentiellement peut tuer beaucoup de gens, et je pense qu'en plus on peut s'identifier au fait d'avoir eu la grippe, ce qui est peut-être pas le cas, effectivement. Voilà, désolé, c'est bon pour moi. Je sais pas s'il reste encore des questions, sinon je peux aussi conclure, Tofu, si tu veux, comme tu sens. Écoute, là je vois que les questions sont plutôt calmées, donc... En tout cas, je pense que oui. Vas-y, non, je t'en prie. Je pense qu'on peut vraiment très chaleureusement me remercier Nana Amazing parce qu'elle a pris vraiment de son temps. Elle a été, je trouve, vraiment formidable en termes de vulgarisation pour essayer de nous expliquer des choses quand même très complexes. J'ai découvert plein de choses, moi déjà, juste sur le refonctionnement, de me rappeler un petit peu le fonctionnement d'une cellule et d'un virus en général. Plus bien sûr tous les détails que tu as pu amener, la patience dont tu as fait preuve et vraiment la vulgarisation que tu as essayé d'insuffler dans cette discussion était vraiment très agréable. Je vais quand même rappeler que tu as un petit blog qui s'appelle La biologie c'est chouette, donc un petit WordPress, je vous invite, je vais vous le mettre dans le chat si jamais vous voulez aller y faire un petit tour. Et puis je vais donner aussi pour le coup ton Twitter si jamais les gens cherchent aussi à avoir d'autres informations, te contacter. Voilà, je pense que ça ne te dérange pas. Voilà, vous allez pouvoir voir. Elle a 70 followers, c'est le moment de lui doubler. C'est la folie. C'est la folie totale, exactement. Cette femme a découvert Twitter il y a 3 semaines. Non, mais c'est vrai que ça va être intéressant. Et puis voilà, je pense que c'était une belle petite soirée de ma thèse en synthèse. C'est très intéressant, merci beaucoup. Merci à toi, oui, pour ta présentation. Et merci à vous d'avoir tous suivi cette présentation et d'avoir été très... très discipliné. Discipliné, merci. Ouais, tu finis mes phrases, c'est incroyable.
Genre, je vais monter. Alors attendez, je sais. Je vais monter légèrement la musique sur mon enregistrement, comme ça on va entendre la musique. Et après, je pourrais couper le replay et les gens ne sauront jamais ce qui s'est passé à la fin. Bon, après, sinon, t'as le lien, tu pourras faire un montage vite fait. Voilà. Je monte la musique.